Et donc moi je vais vous parler du dosage du BNP chez le sujet âgé. Donc qu'est-ce que c'est le BNP? C'est un peptide natriurétique de type B parce qu'il a été isolé dans le cerveau, à l'origine dans le cerveau des cochons. Et que c'est un peptide qui est en fait sécrété en grande majorité par les myocytes, principalement ventriculaires, mais de tout le myocarde, en réponse à une augmentation de la tension pariétale, donc dans des conditions de surcharge. Et donc quand vous allez avoir un étirement de ces myocytes, il va se produire une activation de la transcription du gène et une production de BNP qui va passer par différentes étapes, le pré-pro-BNP, le pro-BNP, puis le NT-pro-BNP et le BNP. Le BNP étant l'hormone active physiologiquement. En pratique courante, on dose essentiellement deux peptides, le BNP, qui est l'hormone active, et le NT-pro-BNP, qui n'a pas d'activité biologique connue. Donc là, c'est un petit tableau pour résumer en fait les caractéristiques techniques, biologiques de ces deux peptides. Le BNP en fait est plus rapidement éliminé que le NT-pro-BNP, puisqu'il a une demi-vie de 20 minutes. C'est lui qui a l'activité biologique. Il a une élimination en partie rénale et par d'autres mécanismes d'action, notamment par les neuropeptidases. Il est assez variable biologiquement. En fait, le BNP, il a une sécrétion qui est pulsatile. Donc déjà, il y a une variabilité intra-individuelle lorsque vous le dosez. Et puis, selon les réactifs, en fait, il y a des réactifs différents, donc il peut y avoir des variabilités. Donc déjà, premier point. Si vous dosez le BNP, c'est important si vous le mesurez plusieurs fois chez un patient, c'est important de bien prendre la même méthode à chaque fois. Donc de le faire dans le même laboratoire. Il a une stabilité in vitro qui est moins bonne que le NT-pro-BNP. Bon, l'influence de la fonction rénale est moindre, l'influence de l'âge est connue, linéaire, et moindre également que pour le NT-pro-BNP. Mais par contre, l'intérêt du BNP, c'est que vous avez le résultat plus rapidement que le NT-pro-BNP. Donc le BNP, vous avez une augmentation de pression ou une surcharge au niveau du cœur, un étirement des myocytes. Donc les myocytes vont se mettre à sécréter du BNP et quelle est l'action du BNP? Donc le BNP, c'est comme son nom l'indique, une hormone qui est natriurétique, donc qui va activer la natriurèse au niveau du rein, qui va également inhiber... Il y avait un pointeur tout à l'heure sur le... Oui. Il n'est pas resté, non. C'est pas grave, je vais me débrouiller avec la souris, je ne sais pas si on voit quelque chose, qui va inhiber le système rénine-angiotensine-aldostérone et qui va également avoir une activité vasodilatatrice propre, que ce soit au niveau périphérique et au niveau aussi du système nerveux central. Tout ça dans le but de diminuer la pression et la surcharge au niveau cardiaque. Donc, vous allez avoir des sécrétions du BNP dans tout ce qui va provoquer une souffrance ou une altération au niveau des myocytes, principalement en cas d'insuffisance cardiaque, mais aussi on voit des augmentations du BNP dans les coronaropathies. Par exemple, si vous avez une zone qui est nécrosée, la zone nécrosée, bien évidemment, ne sécrète pas du BNP, puisque les myocytes sont morts. Mais par contre, à la jonction entre la zone nécrosée et la zone non nécrosée, vous allez avoir un étirement maximal des myocytes qui ne sont pas nécrosés et qui, eux, vont sécréter du BNP. Merci. En cas de fibrillation atriale, en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche, hypertension artérielle, tout ce qui retentit en fait sur la charge cardiaque et la charge des myocytes. Alors vous avez aussi des causes non cardiaques d'élévation du BNP. Alors le BNP augmente avec l'âge, il est plus élevé chez les femmes. Alors, il est plus élevé chez les gens qui ont un IMC bas. C'est-à-dire, plus vous avez un IMC élevé, plus le BNP baisse. Ça, c'est probablement dû à la présence de neuropeptidases, d'endopeptidases qui dégradent plus vite le BNP au niveau des greffes, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont obèses ont des taux de BNP plus bas. En cas d'insuffisance rénale, ça on a déjà dit tout à l'heure. En cas de pathologie respiratoire aiguë ou chronique, puisque vous allez avoir souvent un retentissement sur le cœur, notamment chez le sujet âgé, et puis dans d'autres cas, comme par exemple le sepsis.
Donc, en pratique courante, dans quel cas on dose le BNP? Donc, moi, je vais vous parler, je vais rester cantonné à l'insuffisance cardiaque, au diagnostic et au suivi thérapeutique. Il faut savoir que le BNP a montré, alors, c'est pas vraiment en pratique courante, mais dans les études, on sait que les gens qui ont un BNP ou un NT-proBNP plus élevé ont un moins bon pronostic, que ce soit de mortalité, hein, les gens qui sont insuffisants cardiaques. Et puis, il y a des travaux, en fait, qui réfléchissent à est-ce que le BNP aide à la stratification du risque chez les personnes qui ont une insuffisance cardiaque. Le BNP aussi est dosé dans certaines études chez les gens qui font des syndromes coronaires aigus, tout ça dans un but pronostic, donc c'est associé à un BNP plus élevé, des peptides natriurétiques plus élevés sont associés à un moins bon pronostic. Et puis enfin, dernière utilisation qui est apparemment en train de se développer, c'est le dosage du BNP en oncologie pour essayer de mieux apprécier, de mieux appréhender le risque de toxicité cardiaque des chimiothérapies, parce que je pense que vous savez, il y a certaines chimiothérapies, notamment les anthracyclines, qui ont une toxicité cardiaque, et donc maintenant, les services d'oncologie dosent le BNP pour avoir une meilleure idée du risque, entre guillemets, qu'ils prennent en mettant des anthracyclines ou pas, peut-être pour adapter les doses. Donc nous, on va s'intéresser au diagnostic et au suivi thérapeutique. Un petit rappel, un bref rappel sur l'insuffisance cardiaque du sujet âgé. L'insuffisance cardiaque du sujet âgé, c'est quelque chose qui est fréquent, puisqu'on a une prévalence de 10% à peu près, hein, après 80 ans, ce qui représente plus d'1 million de malades en France. C'est des données actualisées, hein, de l'Institut de veille sanitaire. Et en fait, le nombre d'insuffisants cardiaques prévalents en France âgés ne fait qu'augmenter, puisque là, on est passé au-delà du million. dont les 2/3 ont plus de 75 ans. C'est une pathologie qui est grave, puisqu'on a 30 à 40 000 décès par an, dont 90%, là encore, sont âgés de plus de 75 ans. C'est une pathologie qui est source d'hospitalisation et qui altère la qualité de vie. Donc c'est quelque chose de fréquent et grave. Et donc c'est toujours intéressant, quand on a une maladie qui est fréquente et grave, d'avoir un marqueur qui permet de mieux la diagnostiquer, éventuellement de mieux la traiter, mieux la suivre. Donc ça, c'est les critères de la Société européenne de cardiologie. Donc pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque, vous avez les symptômes typiques d'insuffisance cardiaque. Je ne vais pas revenir sur les symptômes typiques d'insuffisance cardiaque, les signes typiques. Et puis vous avez deux catégories d'insuffisance cardiaque. La catégorie d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, qui est la plus fréquente chez le sujet jeune, mais par contre qui est le rapport s'inverse chez le sujet âgé. Et puis là, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc vous avez toujours les symptômes, les signes, et puis à l'échographie cardiaque, vous avez une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est très faiblement modifiée, voire pas modifiée du tout. Mais par contre, vous avez d'autres anomalies cardiaques qui expliquent justement, notamment pourquoi vous n'avez pas d'altération de la fonction ventriculaire gauche, et notamment une hypertrophie du ventricule gauche. Et puis une oreillette augmentée de volume. Donc, c'est toujours le problème chez le sujet âgé, c'est que les symptômes et les signes cliniques, déjà, c'est pas forcément toujours facile chez le sujet jeune, quand le sujet jeune arrive avec une dyspnée, et alors, chez les sujets âgés, c'est encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une symptomologie, c'est de la gériatrie, hein, donc ils ont une symptomatologie atypique, ils ont une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques, donc ils sont moins facilement tachycardes, d'autant plus que souvent, ils sont quand même assez souvent traités par bêta-bloquants. La dyspnée d'effort est plus difficile à repérer puisque c'est des gens qui sont soit essoufflés, c'est des gens qui font moins d'efforts, c'est un peu difficile à caractériser. Après, ils ont plus facilement des œdèmes des membres inférieurs, des crépitants, donc ce sont des signes qui sont moins spécifiques. Moi, si j'ai des œdèmes des membres inférieurs et des crépitants, on sait à peu près à quoi s'en tenir, mais par contre, à 90 ans, c'est un peu plus compliqué entre l'insuffisance veineuse, la fibrose pulmonaire. Et puis surtout, il y a la présence de signes qui sont complètement pas spécifiques, mais qui peuvent vous orienter vers tout et n'importe quoi, c'est-à-dire la confusion, l'altération de l'état général, l'asthénie, les chutes, les troubles du sommeil. Donc c'est pas facile. Le CG, qui fait partie des bilans diagnostiques
les dyspnées de l'insuffisance cardiaque, quand il est normal, c'est très bien, parce que quand il est normal, vous avez extrêmement peu de chances d'avoir que votre problème soit d'origine cardiaque. Par contre, malheureusement, il est normal que dans moins de 5% des cas, donc ça ne vous aide pas beaucoup. La radiographie du thorax. Alors, quand vous avez des radiographies comme ça, vous êtes content. Ici, vous avez une belle pneumopathie du lobe supérieur droit. Puis ici, vous avez les gros îles, le cœur élargi, l'épanchement pleural, le bel œdème pulmonaire. Donc ça, c'est dans les livres, c'est très intéressant, mais en vrai, vous avez plutôt quelque chose qui est comme ça. Donc qui peut m'interpréter cette radio? Vous avez un petit peu tout, vous voyez, vous avez un pacemaker, vous avez ici, là, ah, non, excusez-moi. Donc voilà la scoliose, le bouton aortique, le cœur qui est un petit peu là, on ne sait pas trop où. Ici, vous avez probablement un peu de fibrose, un peu de rayon de miel. Bref, c'est compliqué. C'est pas ça qui va vous aider avec cette personne-là qui a 90 ans, qui a du mal à respirer, qui a de la fièvre. C'est pas ça qui va vous aider à prendre forcément une décision. Ensuite, vous avez l'échographie cardiaque. Alors l'échographie cardiaque, c'est très bien, c'est l'examen de référence. Ça permet déjà de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque, notamment est-ce que vous avez une surcharge avec le rapport E sur A. Ça permet de déterminer le mécanisme de l'insuffisance cardiaque, à savoir ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une fraction d'éjection qui est altérée ou pas. Il faut savoir que toutes les recommandations, toutes les études, enfin la très grande majorité des études, en fait, portent sur, toutes les AMM portent sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et finalement, il y a beaucoup moins de données sur la fraction d'éjection préservée. C'est embêtant parce que forcément, les vieux ont plus d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Après, ça vous permet de déterminer l'étiologie, donc s'il y a un trouble de la cinétique, j'ai quelqu'un qui est coronarien, une hypertrophie ventriculaire gauche, un problème de valve. Le problème de l'échographie cardiaque, c'est que c'est très bien, mais c'est pas souvent facile d'en avoir, ou en tout cas d'en avoir rapidement quand vous êtes aux urgences, à 3h du matin, vous n'avez pas forcément une échographie cardiaque. Donc, la Société européenne de cardiologie, en 2012, a inclus le dosage des peptides natriurétiques dans l'arbre diagnostique de l'insuffisance cardiaque. Donc on est quand même là, j'attire votre attention, on est suspected heart failure, ça veut dire qu'on est chez des gens qui sont symptomatiques. Alors soit c'est quelque chose qui est aigu, soit c'est quelque chose qui est subaigu ou qui est chronique. Donc vous faites votre CG, votre radio du thorax. Si vous avez l'échographie cardiaque, c'est bien, vous la faites et puis comme ça c'est fini. Mais malheureusement on ne l'a pas. Donc là vous faites le BNP ou le NT-proBNP. Et vous voyez que vous avez différents seuils, différents arbres, avec différents seuils selon le BNP, selon le NT-proBNP, que je vais reprendre dans un tableau, qui vont vous aider à se dire si la cause de la dyspnée, enfin la cause de la symptomatologie est vraisemblablement d'origine cardiaque ou vraisemblablement pas d'origine cardiaque. Donc voilà actuellement les seuils qui sont fixés dans la littérature et dans la Société européenne de cardiologie. Si vous dosez le BNP et qu'il est inférieur à 100 picogrammes par millilitre, là le diagnostic d'insuffisance cardiaque est très improbable, donc il faut chercher autre chose. Si le BNP est supérieur à 400, là le diagnostic d'insuffisance cardiaque devient très probable. Et là, vous êtes plus enclin à traiter une insuffisance cardiaque, puis vous avez quand même une zone grise qui est assez importante, où là vous ne savez pas trop, et vous pouvez difficilement vous passer de l'échographie. Pour le NT-proBNP, vous voyez qu'il y a des seuils, surtout des seuils. Alors les seuils d'élimination, c'est toujours les mêmes, c'est 300. Par contre, le seuil de diagnostic, entre guillemets, positif, il augmente en fonction de l'âge. Et je vous parle de ces seuils, donc c'est 450 quand vous avez moins de 50 ans, 50 à 75 ans, c'est 900, et plus de 75 ans, c'est 1800 picogrammes par millilitre. D'accord. Donc tous ces seuils étant à un fonction rénal normal. Ça, je vous passe rapidement, c'est les seuils qui ont été déterminés pour le dosage, pour les situations non aiguës, subaiguës. Donc c'est des seuils un petit peu plus faibles, 35 pour le BNP, 125 pour le NT-proBNP, 450, ça dépend de l'âge. Voilà. Et chez le sujet très âgé, qu'est-ce qui se passe? Donc chez le sujet très âgé, vous avez l'insuffisance cardiaque, vous avez l'âge, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, la fibrillation atriale, la coronaropathie. Bref, le sujet âgé malade,
il est complexe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il a plein de maladies et c'est un petit peu qui se mélangent les unes avec les autres et c'est un peu difficile de faire la part des choses. Donc il y a quand même quelques auteurs qui se sont intéressés au dosage du BNP chez le sujet âgé. Donc vous voyez, hein, il y a quelques études sur 200 à quelques... Là il y en a 1500, 1600, mais sinon globalement c'est des séries de 300 avec des gens qui ne sont pas très âgés pour nous, hein, qui sommes gériatres. Et vous voyez que dans l'ensemble, bon, vous avez une sensibilité pour un seuil de sang qui est assez bonne, sauf ici. Et par contre, la spécificité, la spécificité est très mauvaise. Donc, en fait, vous allez avoir un BNP qui va être augmenté pour un oui ou pour un non, et ça ne va pas vous aider finalement à faire un diagnostic positif. Par contre, si vous avez un BNP qui est normal, qui est inférieur à 100, là, a priori, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir d'insuffisance cardiaque. Chez le sujet très âgé, on n'a pas grand-chose. Donc le professeur Anon a conduit une étude, l'étude BED, BNP chez une éderlite dyspnéa. Donc c'est l'intérêt du BNP pour le diagnostic étiologique de la dyspnée aiguë chez le sujet très âgé. Donc on a 383 patients qui ont été inclus dans plusieurs centres en France, dont l'âge moyen, là, c'était vraiment une population gériatrique de 89 ans, et c'est des sujets qui arrivaient, des patients qui arrivaient avec une dyspnée aiguë chez qui on dosait le BNP avant tout traitement, et après un cardiologue qui faisait le diagnostic d'origine plutôt cardiaque ou plutôt respiratoire sur les critères de l'ESC, bien entendu à l'aveugle du dosage du BNP. Donc ça c'est le flowchart. Donc on avait 238 insuffisants cardiaques, 145 origines respiratoires et comme vous le voyez, donc on avait pris plusieurs seuils, on n'a pas pu trouver un seuil qui arrivait à bien discriminer les gens. Donc vous avez soit le seuil de sang qui permet d'avoir une bonne sensibilité mais une très mauvaise spécificité, et puis on est obligé de monter jusqu'à 800 pour avoir une spécificité qui est correcte, avec une R sur la courbe Rock de 0,68. Donc vous voyez que chez les gens très âgés, finalement, eh ben, on a la même chose que chez les gens jeunes, sauf qu'on a une zone grise qui est encore plus large Donc chez le patient âgé qui arrive avec une dyspnée aiguë, eh bien, finalement, le dosage du BNP ne va pas beaucoup vous aider. Donc soit il est complètement normal, là vous êtes content, mais dans pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Ou alors, il est extrêmement élevé. Mais dans la plupart du temps, il est dans la zone grise. Donc, pour résumer ce petit tour du diagnostic, il n'y a pas beaucoup d'études chez les patients gériatriques. C'est des études qui ont été faites en phase aiguë, hein, dans un contexte d'urgence, chez des patients symptomatiques. Le pouvoir du BNP n'est pas du tout discriminant, avec une zone grise très élargie. Il y en a qui se sont intéressés aussi au dosage du BNP chez les sujets asymptomatiques. Et là, le dosage du BNP chez un sujet qui ne présente pas de symptômes, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ensuite, pour le suivi, il y a des auteurs qui ont proposé de suivre les gens et d'adapter leur traitement en fonction des variations du BNP. Donc là, je vous présente un algorithme qui existe, qui a été publié par Mel. Donc vous avez soit une augmentation de 50% ou plus 50% du BNP par rapport au BNP de base de la personne, soit inférieur à 25%. Vous avez toujours une zone grise où vous ne savez pas trop quoi faire. Vous voyez ça en fonction du poids. Donc voilà. Alors est-ce que ça marche chez le sujet âgé, ça? Eh bien non, parce que vous voyez que ici, ça c'est une méta-analyse qui est récente, hein, qui a été publiée cette année, 2000 patients, le traitement guidé selon le dosage du BNP ou pas. Donc vous avez les courbes de Kaplan-Meier ici. Ici vous avez la population de moins de 75 ans. Et bien quand vous guidez votre traitement d'insuffisance cardiaque selon le dosage du BNP, ça fonctionne. Mais par contre, après 75 ans, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt par rapport à la clinique. Donc c'est pas le BNP qui va vous aider pour suivre vos patients âgés insuffisants cardiaques. Est-ce que ça marche sur les hospitalisations? Donc ici c'est toujours une méta-analyse un petit peu moins récente. Les hospitalisations toutes causes, le fait de traiter les gens ou pas selon le BNP, eh bien ça n'a pas d'incidence. Vous voyez ici on a 0,82 mais un intervalle de confiance qui touche le 1, qui dépasse le 1. Ici pareil on a 1,07 de chaque côté de la barre. Donc vous n'avez pas d'intérêt à doser le BNP pour diminuer les hospitalisations, quelle qu'en soit la cause, et puis aussi la survie sans hospitalisation. Dans la méta-analyse récente là, que je vous ai montrée sur la mortalité, bon, alors malheureusement ils n'ont pas fait d'analyse par tranche d'âge, mais il semblerait qu'il y ait un intérêt potentiel
de doser le BNP pour adapter votre traitement pour éviter les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ceci dit, on n'a pas d'informations sur les sujets de plus de 75 ans. Chez le sujet très âgé, qu'est-ce qu'on a? Rien. Comme ça, c'est... Donc, pour résumer, l'intérêt du BNP dans le suivi de l'insuffisance cardiaque, dans le suivi de l'adaptation thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, il n'y a aucun bénéfice sur la mortalité après 75 ans, et il y a peut-être un intérêt pour diminuer les hospitalisations liées à une insuffisance cardiaque, mais en fait, on n'a aucune donnée disponible. Donc, pour terminer, moi je pense que le BNP, c'est, enfin, les peptides natriurétiques, parce qu'il y a le BNP, mais il y a aussi le NT pro BNP, en pratique courante, c'est pas quelque chose qu'on doit doser comme ça de manière systématique, c'est quelque chose qu'on doit doser au cas par cas, dans certains cas difficiles, ce qui peut peut-être vous aider à y voir plus clair. Là, il y a des fois, on n'arrive pas très bien à savoir si c'est plutôt respiratoire, cardiaque. Donc là, éventuellement, on peut doser le BNP. Moi, je garderai comme seuil, en dessous de 80 ans, le seuil de l'ESC. Au-dessus de 80 ans, je garderai plutôt 800 comme seuil. Et puis bon, vous avez ceux qui sont déjà publiés pour le NT pro BNP. C'est vraiment au cas par cas. Je vous remercie de votre attention.